Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h20 sur Europe 1, vous êtes dans Europe 1 Soir et je salue les débatteurs de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Éditorialiste, grande voix d'Europe 1, bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Catherine, bonsoir Pierre, bonsoir les amis. Bonsoir à vous Olivier, chroniqueur politique. Vous savez, c'est comme dans les quand il y a les discours, Oui. Madame le Premier ministre, Madame la ministre, les sénateurs, voilà, il y a un protocole. J'ai fait attention Pierre. En tout cas, on va saluer notre ami Antoine Basbous qui est là. Bonsoir, Oui, bonsoir. Antoine Basbous. Bonsoir, vous monsieur. êtes politologue associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Dans quelle situation se trouve, 24 heures après ce lancement de 181 missiles par l'Iran, dans quelle situation se trouve Téhéran? J'ai lu des déclarations un peu contradictoires du président iranien, je dis bien le président iranien, qui dit l'Iran ne cherche pas la guerre contre Israël. Et en même temps, il dit je promets une réponse plus forte en cas de représailles. C'est pratiquement, j'allais dire, dichotomique comme... Le président ne représente pas le régime. Eh oui. C'est une pièce, comment dirais-je, périphérique qui est là pour occuper la tribune, pour occuper la vitrine du pays. Ceux qui représentent le cœur du régime, c'est le guide suprême, Ali Khamenei d'un côté, et le cœur battant du régime sont les pasdaran, c'est-à-dire l'armée idéologique du régime avec son bras armé, la force Al-Quds qui s'est déployée à l'échelle régionale de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée en annexant d'une certaine façon l'Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qui a pris la décision et dans quelle position se trouve l'Iran aujourd'hui? Hier, ce qui s'est passé, c'est que à force d'être humilié, l'Iran n'en pouvait plus. Humilié. Avec l'assassinat de Haniyeh, rappelez-vous le 31 juillet, avec l'élimination, la décapitation du Hezbollah et de son chef, c'était le joyau de la couronne des pasdarans et de l'Iran dans la région, eh bien l'Iran ne pouvait pas ne rien faire. Donc, en plus, le président iranien était à l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine dernière. Il a été extrêmement comment dirais-je, pacifique et avenant. C'était le visage ouvert du régime qui cherche à lever les sanctions, à amener en Iran les investissements américains. Et comme ça n'a rien donné, eh bien l'autre bras du régime a dit qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Il faut sauver la face. On ne peut pas laisser nos amis du Hezbollah, nos amis palestiniens humiliés de cette façon-là. Il faut réagir pour sauver la face et pour garder une certaine crédibilité à l'Iran. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'il y a eu Nasrallah il y a quelques jours, parce que on rentre dans le nouvel an juif Rosh Hashanah, ou alors parce que c'est un hasard du calendrier, ou alors parce que c'est le 7 octobre qui approche, ou est-ce que c'est trois conditions réunies? À mon avis, il y a deux facteurs. Évidemment, Haniyeh qui a été tué chez eux, l'humiliation suprême, les menaces de tous bords, du guide, des pasdarans, tout le monde a menacé, rien fait. Et puis Nasrallah. Nasrallah, c'est vraiment le gros morceau. C'est l'agent numéro 1, le mercenaire de l'Iran le plus charismatique. Et puis la base sociale de Hezbollah se disent, mais vous nous avez envoyés au charbon, qu'est-ce que vous avez fait pour nous aider? Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne soutenez pas? Donc le Hezbollah est décapité et l'Iran continuait à déclarer à travers le président de la République à New York qu'il voulait la paix, qu'il voulait la fraternité, qu'il voulait se réconcilier avec les Américains. De ce fait, ça donnait l'idée que l'Iran a vendu le Hezbollah aux Américains pour avoir une place à la table des négociations régionales. Donc, les pasdarans ont repris les choses en main avec l'accord de guide et ils ont dit non, ça suffit, trop d'humiliation, il faut réagir, montrer qu'on est là et qu'on a des griffes. Catherine Ney. Oui, mais on ne sait pas vraiment quel impact ont eu ces 191 missiles. 180. Alors on sait qu'ils ont été arrêtés, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des dommages en Israël sur des caches d'armes, sur des... Est-ce qu'on dit vraiment la vérité, là aussi? Il y a une censure en Israël sur ce genre d'affaires. C'est l'armée qui décide sur quoi peuvent-ils communiquer. Les journalistes s'en tiennent. Il faut peut-être regarder ce que diront
les journalistes américains dans quelques jours. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un cratère à côté du siège du Mossad dans la banlieue nord de Tel Aviv. C'est avéré, mais on n'a pas vu la destruction du siège du Mossad comme le bunker de Nasrallah à Beyrouth. Donc, les tirs étaient moins précis, vous voulez dire? Les tirs, sur 181 tirs, il y a un seul mort, un pauvre Palestinien en plus. Qui de Cisjordanie. Pour le reste, jusqu'à nouvelle informée, il n'y a pas eu d'autres dégâts majeurs, ni humains, ni matériels. Grâce aux bombes de fer et grâce aussi aux patrouilleurs américains qui sont au large d'Israël et qui sont très puissants. Olivier d'Artigol. Côté israélien, il est question d'une fenêtre d'opportunité qui peut courir jusqu'aux élections américaines du 5 novembre, amenant les Iraniens à ne pas faire autrement que de réagir, en les mettant dans une situation où leur non-réaction posait un certain nombre de questions auprès de leurs proxys, mais aussi au sein même de l'Iran. Est-ce que l'objectif, au final, d'Israël est de bénéficier de cette fenêtre d'opportunité pour porter un coup décisif au programme nucléaire? L'Iran a engagé contre Israël une guerre d'usure à travers les proxys, les essaims de frelons qu'il a placés autour d'Israël. Ça a duré 10 mois. Et pendant ces 10 mois, Israël était vraiment fatigué, épuisé, sur plein de fronts. Et puis, à partir de juillet, c'est Israël qui a repris l'initiative et qui a frappé à Beyrouth et à Téhéran simultanément à quelques heures d'intervalle, éliminant 2 hommes clés parmi ses adversaires. Et donc aujourd'hui, la guerre n'est plus par procuration, elle est directe. L'Iran contre Israël. Et ce programme nucléaire iranien qui a prospéré sous les mandats successifs de Netanyahou, alors qu'on reproche à Netanyahou de parler de la destruction du programme nucléaire sans jamais rien faire, l'opportunité pour Israël est là, surtout que dans 4 semaines, il y a les élections américaines. Et pendant cette période, aux États-Unis, personne ne va dire stop à Netanyahou, personne ne va dire voilà les conditions, il faut pas y aller, ou voilà dans quelles conditions vous pouvez y aller. Donc, les Américains sont mobilisés, ils l'ont dit, dans le Golfe, en Méditerranée aussi, leur armée est là. Hier, elle a intercepté des missiles iraniens. Et donc, le rêve de Netanyahou, c'est de détruire ce programme nucléaire en association avec les États-Unis. Antoine Basbous reste avec nous dans Europe 1 Soir. On se retrouve dans un petit instant après le journal permanent. Tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir. Europe 1. Le journal permanent. À 19h31 avec Rudy Saada. Bonsoir Rudy. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Des efforts à faire dans tous les domaines. Le projet de budget a été transmis ce mercredi au Conseil des finances. Il prévoit une économie de 60 milliards d'euros, maîtrise des dépenses de santé, taxation des transports polluants, mais aussi report de l'indexation des retraites sur l'inflation. Elles devaient être revalorisées au 1er janvier pour faire face à la hausse des prix. Elles le seront finalement le 1er juillet 2025. Et c'est dans ce contexte de crispation que la Cour des comptes préconise de supprimer 100 000 postes dans les collectivités locales. Une manière de faire 4 milliards d'économies par an. Les collectivités locales emploient près de 2 millions de personnes, un chiffre qui a augmenté ces dernières années. Au lendemain de l'envoi par l'Iran de 180 missiles sur Israël, l'État hébreu promet une réponse. Joe Biden se dit opposé à des frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes. Téhéran, de son côté, menace de faire monter d'un cran l'intensité de ses attaques. Sur le terrain, les combats terrestres continuent au sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé la mort de 8 soldats. On reparle des JO version hiver. Michel Barnier a apporté au CIO cet après-midi la garantie financière de la France pour les Jeux de 2030. Ils sont prévus dans les Alpes. La France s'engage officiellement à prendre en charge tout éventuel déficit budgétaire lié à l'organisation de ces Olympiades. Et puis après la victoire de Brest et la défaite du PSG hier, suite ce soir de la 2e journée de Ligue des Champions, Monaco se déplace à Zagreb pour y affronter le Dynamo et Lille reçoit à 21h le grand Real Madrid. Merci Rudy Saada. À tout à l'heure pour l'information. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Olivier d'Artigol et le politologue Antoine Basbous, associé chez Forward Global, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Le calendrier immédiat, j'allais dire, c'est Israël qui prépare cette riposte. On ne sait pas exactement comment
elle va intervenir ni quand. On entre, encore une fois, je l'ai répété tout à l'heure, dans Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et puis, le calendrier à terme, est-ce que c'est pas une nouvelle organisation cartographique, géographique, Antoine Basbous? On a Israël qui joue sa survie. On a un Liban dont on ne sait pas ce qu'il va devenir. On a la volonté, j'ai l'impression, dans cette zone du monde, d'éradiquer l'islamisme radical. On a Mohamed Ben Salman qui a un grand plan d'évolution de son pays en 2030. Comment est-ce que tout cela s'amoncelle, se compose maintenant ? Nous sommes à un moment où cette région du monde danse sur un volcan. C'est ça la réalité. Ce qui se passe au Liban, par exemple, il y a 1 million de réfugiés qui dorment à la Belle Étoile. Des Syriens? Non, des Libanais. Des Libanais chassés du sud et de la banlieue sud. Et donc, il n'y a pas d'organisation capable de reloger, de s'occuper, de nourrir 1 million de personnes du jour au lendemain qui sont sur les routes. 1 million de Libanais, après il faut rajouter les Syriens qui sont venus de la... Les Syriens sont déjà là, ils sont 2 200 000 qui sont plus ou moins, qui ont trouvé un toit depuis, mais c'est un pays qui est devenu en quelque sorte un pays de réfugiés, y compris les Libanais, et le chaos qui règne chez eux. Vite, il faut reconstituer l'état de droit, c'est-à-dire la clé de voûte, c'est l'élection de président de la République qui va recréer un gouvernement qui débarrasse le pays du gouvernement de collaborateurs avec le Hezbollah et l'Iran pour créer un nouveau gouvernement qui soit il y a une relève. Il y a une relève. Il y a un problème, c'est que une classe politique majoritairement a été biberonnée à la tutelle syrienne, iranienne du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah, jusque-là, régnait sur toutes les institutions. Il a dissous toutes les institutions, y compris vidé la présidence de la République, parce que Nasrallah voulait être le guide suprême de la République islamique du Liban. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, le pays doit pouvoir se relever et recréer, ressusciter ses institutions, d'autant plus qu'il y a une tradition démocratique et des institutions dans un scénario classique. Pendant la guerre, on prépare la paix. Où en sont les contacts, le travail diplomatique souterrain? Pour quelle solution politique? C'est peut-être dans ce moment-là assez utopique de mettre ce sujet en discussion, mais est-ce que les réseaux diplomatiques s'activent ou pas? Les réseaux diplomatiques s'activent, mais le rapport de force est là et Netanyahou est sourd à toute démarche, fût-elle américaine. Ne parlons pas des démarches européennes ou françaises. Donc le rapport de force est là, l'action est là. Parfois, il y a des surprises. L'arrogance ne paye pas. Les incursions aujourd'hui au Liban ont coûté cher à Israël. En revanche, le vrai projet d'Israël demain, c'est de détruire le programme nucléaire iranien, et nous avons assisté depuis 2 jours à la destruction des radars qui surveillaient l'autoroute entre Israël aérienne, entre Israël et l'Iran. Tous les radars dans le sud de la Syrie ont été détruits. Peut-être que les radars en Irak le seront avant d'ouvrir la voie à des incursions aériennes israéliennes vers l'Iran pour toucher les infrastructures civiles, pétrolières, électriques, télécoms et surtout nucléaires. Mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui tout peut se passer, y compris par exemple l'Iran? Est-ce que l'Iran peut tomber aujourd'hui? L'Iran ne tombera pas par une action militaire de l'extérieur. L'Iran peut tomber, mais il a tellement vacillé. Tous les ans, il vacille, l'Iran, sous la pression de l'opinion publique iranienne. Mais l'opinion publique iranienne est réprimée à mort. Et il n'y a pas d'adhésion à ce régime qui, depuis 45 ans, inflige aux Iraniens des sacrifices avec des slogans. Des exécutions terribles pour la jeunesse. Des sacrifices, c'est-à-dire que ce pays est privé de tout parce que l'argent de ce pays, le peu d'argent qui lui reste, est dépensé pour exporter la révolution, pour élargir le rayonnement de la République islamique, alors que les gens sur place sont privés de tout. Quand on compare ce que c'est l'Iran et ce que sont les pays voisins du Golfe, et pourtant l'Iran était plus avancé, il a plus de ressources, mais avec les sanctions, avec l'idéologie
d'un côté du Golfe, il y a l'idéologie, de l'autre, il y a plutôt la technologie. Et l'écart est tellement important que les Iraniens sont jaloux de leurs voisins arabes du Golfe, qui ont les meilleurs aéroports, les meilleures flottes aériennes, qui se développent, ainsi de suite. Les Israéliens, en quelques semaines, ont éliminé le chef politique du Hamas, le chef politique du Hezbollah. Est-ce que vous croyez qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour Netanyahou pour aller buter, si j'ose dire, un des chefs politiques de l'Iran? La question se pose, elle est légitime. Si Khamenei les Israéliens doivent connaître où est-ce qu'il réside, où est-ce qu'il se cache, où se trouvent ses bunkers. On a vu que l'infiltration israélienne en Iran est telle qu'ils ont volé toutes les archives nucléaires iraniennes, qu'ils ont tué le père du programme nucléaire iranien, qu'ils ont tué Haniyeh quelques heures après son arrivée. Bref. Si ça se trouve, ils savent déjà comment le localiser, mais qu'est-ce que ce serait la conséquence effectivement, de l'assassinat de l'ayatollah Khamenei? Évidemment, les Pasdaran vont vouloir se venger. Peut-être ils en ont les moyens encore? On l'a vu hier avec les missiles, ils en ont encore beaucoup plus et ils exportent leurs missiles en Russie pour attaquer l'Ukraine. Pour bombarder l'Ukraine. Il y a deux personnages centraux dans ce pays. Il y a le guide, évidemment, c'est la colonne vertébrale du pays, c'est la légitimité révolutionnaire, mais surtout, c'est le chef des Pasdaran qui est le moteur, en quelque sorte, idéologique qui met en place la musique décidée par le guide. Merci beaucoup Antoine Basbous, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, il est 19h40, je vous signale que vous pouvez écouter avec beaucoup d'intérêt le podcast Au cœur de l'actu 7 octobre, un an après, présenté par Laurence Ferrari, 7 octobre 2023, Israël frappé par une attaque terroriste d'une violence sans précédent. Pour Europe 1, Laurence Ferrari fait le récit de cette journée qui a réveillé les ombres du passé avec les témoignages bouleversants des survivants. On l'avait jamais eu. Il y a des corps par terre qui jonchent le sol. Ils sont arrivés chez les gens, ils les ont égorgés. Chez eux, ils ont brûlé vifs. Des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde. Au cœur de l'actu, 7 octobre, un an après, le nouveau podcast de la rédaction d'Europe 1 disponible dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.